L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à garantir effectivement le droit à l'eau par la mise en place de la gratuité sur les premiers volumes d'eau potable et l'accès pour tous à l'eau pour les besoins nécessaires à la vie et à la dignité, présentée par Mme Marie-Claude Varaillas, M. Gérard Lahellec et plusieurs de leurs collègues. Demande du groupe CRCE. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Marie-Claude Varaillas du groupe CRCE, auteure de la proposition de loi, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, l'EMA, a affirmé dans son article 1er l'existence d'un droit à l'eau en indiquant que l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. L'ONU a également adopté une résolution en 2010 prévoyant que le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie. En 2015, les États membres des Nations Unies ont pour leur part adopté les objectifs 2030 du développement durable qui placent le droit humain d'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène au cœur des 17 objectifs de développement durable. Enfin, en décembre 2020, l'Union européenne a publié une directive qui vise à améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine et qui contient l'obligation pour les États membres de mettre en œuvre le principe de l'accès à l'eau potable pour tous. Le droit à l'eau est donc clairement défini et reconnu en droit positif. Pourtant, aujourd'hui, ce droit demeure largement fictif puisqu'aucun instrument légal ne permet de garantir concrètement son exercice et que l'accès de tous à ce service de première nécessité reste empreint de grandes inégalités tarifaires, qualitatives et spatiales. Les faits sont têtus. Selon la Fondation Abbé Pierre, l'eau reste inabordable pour 1,2 million de personnes branchées au réseau de distribution et environ plus de 140 000 personnes ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d'eau. Face à cette situation, les associations sont très engagées pour aller au-delà des déclarations d'intention. Il existe par ailleurs un certain nombre d'initiatives parlementaires qui ont été examinées par l'Assemblée nationale et le Sénat. Malheureusement, le Sénat, à l'époque, avait totalement vidé de substance cette initiative. Nous remettons donc aujourd'hui l'ouvrage sur le métier. Certes, et certains de mes collègues nous l'ont rappelé en commission, il existe déjà des outils pour soulager les plus fragiles dans leur facture d'eau. La loi Brottes a ainsi permis une expérimentation de tarification sociale qui s'applique jusqu'au 15 avril 2021, c'est aujourd'hui, et l'article 15 de la loi Engagement et proximité de l'automne dernier a pérennisé dans la loi cette boîte à outils, chèque eau, allocation eau, tarification sociale, gratuité. Pour autant, le caractère optionnel de ce dispositif, en réalité assez peu utilisé par les collectivités, ne permet pas de garantir effectivement le droit à l'eau. En effet, si nous considérons qu'il s'agit d'un droit universel, alors l'État doit adopter les mécanismes législatifs adéquats. Pour cette raison, nous proposons ainsi la mise en œuvre d'un dispositif universel d'accès applicable en tout point du territoire et pour tout le monde, raccordés ou non, permettant l'égalité de tous nos concitoyens devant la loi et dans leurs droits. Pour cela, nous demandons la mise en place d'une gratuité dont le niveau est à définir. Et je vous rappelle que nous nous gardons bien de définir le niveau de gratuité en indiquant seulement ce qui est nécessaire à la dignité humaine. Ainsi, nous estimons que nous pourrions poser cette gratuité pour tous à 5 litres par personne et par jour, un coût largement acceptable pour le service public local, quel qu'en soit le mode de gestion. Ces 5 litres correspondent à une nécessité vitale. Ainsi, le coût de cette mesure serait lissé entre les usagers selon un principe de solidarité. Pour le dire clairement, le budget des collectivités n'est pas impacté, car leur participation au budget de l'eau est clairement limitée, ne pouvant aller au-delà, nous le savons, de 2% de l'ensemble des redevances. Leurs moyens ne sont donc nullement affectés par cette proposition de loi. Il s'agit donc bien d'un principe de solidarité au sein même des usagers. Par ailleurs, pour répondre à la nécessité de permettre l'accès à l'eau de toutes les personnes qui n'ont pas ni compteur ni accès, nous souhaitons la mise en place d'une obligation à la charge des collectivités locales de permettre l'accès à la ressource pour les plus démunis
par des fontaines, sanitaires et douches publiques. La plupart d'entre elles le prévoient et la charge financière ainsi créée doit être compensée, comme le permet notre proposition de loi, par une augmentation notamment de la dotation générale de fonctionnement. Les collectivités peuvent également solliciter d'autres aides comme la DETR ou la DSIL. On rappellera dans ce cadre que les préfets, pour l'engagement de ces crédits d'ailleurs, ont eu la directive, suite à une circulaire ministérielle de 2020, de prioriser la mise aux normes d'équipements sanitaires ou de travaux sur les réseaux d'assainissement. Notons également qu'un certain nombre de collectivités s'engagent déjà dans cette voie sans attendre la loi, puisqu'il s'agit bien d'une question de respect de la dignité humaine. Je me permets de faire 4 remarques pour préciser l'opportunité politique d'adopter ce texte. Premièrement, la révision de la directive eau de l'Union européenne nous pousse à définir des modalités d'accès pour les populations qui n'ont pas d'accès physique à l'eau. Si ce n'est aujourd'hui, il faudra en tenir compte. Ainsi, l'article 16 de cette directive comprend des mesures fortes telles que l'évaluation de la proportion de la population n'ayant pas accès à l'eau potable et l'encouragement à installer des fontaines gratuites dans les villes et les lieux publics, à favoriser la fourniture d'eau du robinet dans les restaurants, les cantines et les services de restauration. Il engage également les États à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'accès à l'eau potable pour les groupes vulnérables et marginalisés. Je vous rappelle que le droit européen s'impose et que, faute de transposition, la France sera condamnée. Comment le pays des droits de l'homme peut-il assumer d'être en retard sur un tel sujet ? Deuxièmement, la crise sanitaire que nous traversons nous oblige à repenser la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour des questions de santé et de salubrité. Les gestes barrières nécessitent l'accès à l'eau. Le quoi qu'il en coûte doit dans ce domaine aussi prévaloir. Le gouvernement a ainsi pris le 27 mars 2020 des dispositions pour que les préfets et les collectivités locales assument leurs responsabilités en la matière et notamment veillent à ce que soit garanti l'accès à l'eau, à des sanitaires, à des douches et à des laveries. Cela doit perdurer. La 6e puissance mondiale doit pouvoir financer les équipements nécessaires quand même à la dignité de nos concitoyens. L'argument de gaspiller la ressource n'est pas justifié alors que la consommation moyenne constatée est de 140 litres par jour et par personne. Comme le préconisent les associations pour la défense du droit à l'eau, il pourrait s'agir de la mise à disposition de 5 litres gratuits pour tout le monde et de 40 litres par jour pour les personnes non raccordées. Laisser la définition du niveau de gratuité à un décret pris en Conseil d'État après avis du Conseil national de l'eau laisse ainsi une marge de définition assez large. Et c'est un choix affirmé de notre part d'avoir laissé cette souplesse pour permettre une mise en place progressive des mécanismes de gratuité. Plus globalement, puisque c'est l'argument récurrent sur l'idée que cette loi porterait atteinte à la libre administration des collectivités, il n'en est rien. La compétence eau et assainissement n'est pas retirée aux collectivités. Leur liberté de l'organiser selon leur choix non plus. La gratuité que nous proposons est donc un socle qui n'empêche nullement les collectivités en question de compléter ce dispositif par l'un des outils de l'article 15 de la loi Engagement et proximité. Par ailleurs, sur l'idée que cette loi serait contraire au principe de libre administration, nous précisons qu'elle s'appuie uniquement sur le fait que de nouvelles contraintes seraient posées. Et pour cela, elle ne caractérise pas une atteinte à la libre administration. En effet, le Conseil constitutionnel a déjà jugé, notamment sur la loi SRU, qui impose aux collectivités la construction de logements sociaux, qu'une telle contrainte était acceptable. Ainsi, les conditions d'intervention du législateur ont été précisées dans la décision du 7 décembre 2000 en indiquant que les obligations et les charges auxquelles la loi assujettissait les collectivités territoriales ou leurs groupements devaient répondre à des exigences constitutionnelles ou concourir à des fins d'intérêt général. Nous pouvons largement comprendre que la fin d'intérêt général de garantir à tous l'accès à l'eau justifie dans des proportions raisonnables l'intervention du législateur. Sur le fond, en fait, nous voulons opposer le modèle de la gratuité et donc de la solidarité à celui de la marchandisation. Pas de manière dogmatique, mais en instaurant une part de gratuité, quitte à l'élargir par la suite.
Sans aller jusqu'à faire du droit à l'eau un droit opposable, à l'image du droit au logement opposable DALO, il convient de définir un cadre légal pour donner corps et contenu à ce droit défini comme un droit fondamental par l'ONU. Il convient donc pour partie de s'extraire de la notion d'aide aux ménages, dont la dimension caritative est trop réductrice, pour s'orienter vers celle d'un droit directement applicable à l'ensemble de nos concitoyens et donc universel. C'est dans ce cadre que la notion et l'outil de la gratuité sont des leviers puissants à la fois d'égalité sociale et territoriale ainsi que d'universalité. En effet, il place le débat non pas sur le terrain de l'accompagnement social de personnes en difficulté, mais bien sur celui de l'affirmation d'un droit à portée générale et universelle, conformément à l'esprit de l'ALEMA et des engagements internationaux de la France. Je vous remercie, mes collègues, de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Gérard Lahellec, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, en préambule, je souhaite rappeler la conviction qui a animé et guidé mon travail de rapporteur. Étant le premier texte que je suis chargé de rapporter, en quelque sorte, pour m'inscrire dans le sujet qui nous intéresse, je me jette donc à l'eau, passez-moi l'expression. Au terme des auditions que j'ai menées, il m'est apparu avec force de l'évidence que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit vital, dont dépend la survie aussi, la santé, l'hygiène, la dignité de toute femme et de tout homme. Des publications scientifiques ont nourri le débat public de données très alarmantes et de chiffres assez vertigineux. Il y a là un sujet dont personne ne peut se désintéresser, qui s'aggrave et m'apparaît à certains égards comme étant le défi du siècle. La relative abondance de l'eau en France nous empêche parfois de percevoir l'urgence d'agir et les effets de l'exclusion de l'eau. Nous considérons un robinet ou une fontaine comme un élément banal qui ne retient pas l'attention ou qui ne retient plus l'attention. En effet, loin est le temps où l'eau était allée chercher plus qu'elle ne venait à vous. Figurez-vous que je suis né à 4 km du bourg de Plufur, un petit village des Côtes-d'Armor, et quand j'étais petit, mes petits camarades qui habitaient au bourg allaient jusqu'au robinet du village pour pouvoir avoir de l'eau. L'enfant que j'étais en avait aisément conclu que l'eau courante était celle que l'on obtenait très vite en allant courir la chercher jusqu'au premier robinet. Mais ces robinets n'en constituaient pas moins un véritable service public de l'eau auquel chacun avait accès, plus ou moins rapidement. Mais n'oublions pas que si aujourd'hui, nombreux bénéficient de l'eau courante obtenue celle-là sans courir, d'une part, ce n'est pas le cas de tout le monde, en particulier pour les plus démunis, et d'autre part, des régions connaissent certains étés de plus en plus fréquemment un certain stress hydrique qui conduit au rationnement de la ressource. Avec l'air, l'eau est en effet la ressource vitale essentielle à la vie et aux activités économiques. Sans un accès sécurisé à une eau potable de bonne qualité, l'être humain reste tributaire de la satisfaction de ce besoin. Pas de dignité possible donc, pas de développement durable, pas de justice sociale, pas d'accès aux fruits de la croissance. Je suis convaincu qu'il ne se trouve personne dans cet hémicycle pour s'opposer à l'idée que l'eau potable est un bien commun dont aucun être humain ne devrait être exclu. C'est aussi ce que j'ai perçu de l'avis de la Commission et des débats que nous avons eus. Des progrès ont déjà été accomplis, venant du législateur, ça a été rappelé à l'instant, mais aussi des élus locaux, des instances internationales et d'initiatives portées notamment par les ONG. Le droit à l'eau progresse, il se constitutionnalise dans certains pays, il est reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Des pays et des collectivités ont d'ores et déjà instauré la gratuité des premiers volumes. La prise de conscience existe également au niveau européen. La nouvelle directive européenne sur l'eau potable de décembre 2020 en constitue un parfait exemple. Nous n'arrivons donc pas sur un terrain vierge de toute avancée,
Et je ne vous demande pas d'être révolutionnaire, mes chers collègues, ni d'aller à l'encontre de vos sensibilités politiques. Il s'agit simplement de parfaire l'œuvre déjà accomplie dans un esprit humaniste. Ce droit est reconnu, proclamé, consacré, mais il y a le droit et il y a le fait. Or, le droit, insuffisamment opposable et trop souvent déclaratoire, ne reflète pas le fait. Aujourd'hui, 2,2 milliards d'êtres humains n'ont toujours pas un accès sécurisé à l'eau potable. En France, notre pays n'est pas épargné par certaines formes de précarité en eau. Il y a les exclus de l'eau, 1,4 million de Français métropolitains, les personnes sans domicile fixe ou vivant dans un habitat de fortune. Il existe des précaires en eau. Les ménages consacrent plus de 3% de leur budget à payer leurs factures d'eau et représentent, selon les associations que j'ai entendues, plus d'1 million de personnes. Voilà ce qui est l'écart entre le droit et le fait. Le législateur n'est pas resté insensible à cette question. Il a essayé d'en tenir compte de cet écart existant et de rendre le droit plus effectif. La loi Brottes de 2013, qui a interdit les coupures d'eau des ménages pour impayés et a mis en œuvre une expérimentation de tarification sociale de l'eau, à la différence des aides curatives, ponctuelles, partielles et non automatiques. Les aides préventives s'appliquent dès lors que les foyers satisfaits aux critères prédéfinis et prennent la forme soit d'une tarification intégrant une première tranche dite sociale universelle, soit une allocation eau. Ainsi, par exemple, la ville de Rennes a instauré une disposition pour une première tranche gratuite de 10 mètres cubes pour tout le monde. La loi engagement de proximité de 2019 a, quant à elle, pérennisé ces possibilités et mis à la disposition des collectivités qui le souhaitent la fameuse boîte à outils d'instruments pour favoriser cet accès à l'eau pour tous. Il pourrait être rapidement mis à disposition de ces collectivités qui en assument la compétence. Face à ce constat, il est nécessaire de consolider les acquis garantissant de manière encore plus effective le droit de l'accès à l'eau. Comme disait quelqu'un, l'eau n'a pas de prix, mais elle a un coût, qui est celui de son acheminement, de son traitement, de son assainissement. Les services de l'eau industriels et commerciaux reposent sur une logique de tarification à l'usager bénéficiaire et non sur un financement par l'impôt. En vertu de la libre administration des collectivités territoriales, les communes, les EPCI qui en assurent la distribution sont libres de mettre en œuvre des politiques locales en vue de favoriser l'accès de l'eau aux populations précaires ou marginalisées. J'ai entendu aussi les propos de certains de nos collègues pendant l'examen en commission disant en substance que la gratuité d'une ressource rare n'est pas une bonne idée parce qu'elle inciterait au gaspillage et véhiculerait une pédagogie contraire aux nécessités de notre temps. C'est nullement l'esprit de ce texte. Il instaure la gratuité uniquement d'une volumétrie essentielle indispensable à la vie et à la dignité. Le surplus, au-delà de ce qui est nécessaire pour étancher sa soif et pourvoir à son hygiène, continuerait bien entendu à faire l'objet d'une facturation à l'usager pour ne pas remettre en cause l'équilibre financier des collectivités gestionnaires ou délégantes. Je finirai mon propos en citant la directive européenne de l'eau potable qui enjoint aux États européens l'installation d'équipements dans les espaces publics lorsque cela est techniquement réalisable. Le texte que nous examinons aujourd'hui est l'occasion d'en commencer la transposition et de garantir véritablement un droit à l'eau pour tous en France. Le bloc communal serait responsable de la mise en œuvre de cette noble mission au plus près des besoins en vertu du principe constitutionnel de subsidiarité. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n'a pas adopté cette proposition de loi. À titre personnel, vous l'aurez compris, j'y suis toutefois favorable. La France pourrait s'enorgueillir d'avoir mis fin, par des mesures simples et de bon sens, aux situations de pauvreté et de précarité en eau. Je vous remercie de votre attention et place au débat. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur Lahellec,
Monsieur le Président et son représentant de la Commission Aménagement du territoire et développement durable, Madame la sénatrice Vareillas, Mesdames, Messieurs les sénateurs, cette proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui, elle propose de garantir ce droit à l'eau par la mise en place de la gratuité sur les premiers volumes d'eau potable et l'accès pour tous à l'eau pour les besoins nécessaires à la vie et à la dignité. Et oui, en France, l'eau est un bien commun de la nation et son usage appartient à tous. Notre droit le consacre d'ores et déjà et le Code de l'environnement établit que chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiques acceptables. L'accès à l'eau pour tous est évidemment un objectif que je partage et que le gouvernement soutient pleinement, avec d'ailleurs des articles 19 et 19 bis du projet de loi Climat et Résilience qui doit arriver dans cet hémicycle prochainement et qui vient renforcer cette ambition. Au cœur de la crise actuelle, la notion même de service public de l'eau a pris tout son sens et toute son évidence. Et je salue ici les collectivités, services et entreprises qui ont assuré cette continuité en rassurant au plus vite les Français sur la qualité et la sécurité de l'eau au robinet. Seulement voilà, aujourd'hui, en 2021, en France, 235 000 personnes sont encore privées d'un accès permanent à l'eau. Ce n'est pas acceptable, nul ne peut s'y résoudre, nul ne le doit. Et nous avons encore du travail, effectivement, pour assurer à chacun cet accès à l'eau potable et à l'assainissement. C'est pour répondre à cet objectif que le gouvernement a lancé cette réforme de la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, que votre Assemblée a récemment adoptée et qui en pose le cadre. En application de cette réforme, un établissement public local sera créé au 1er septembre 2021. Qui veillera à la continuité du service et qui réalisera tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux. Il était temps de répondre à cette attente et plus que ça, à ce besoin essentiel que nous nous devions d'assurer pour tous les Guadeloupéens. Dans le même temps, nous mobilisons 300 millions d'euros du plan France Relance pour sécuriser, moderniser les infrastructures de distribution d'eau potable, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales. Les agences de l'eau et l'OFB en assurent ce pilotage et ces crédits sont déjà très largement engagés, ce qui montre bien la mobilisation des collectivités sur cette mission fondamentale. Et puis, si la ressource en eau est un bien public inaliénable, l'accès à ce bien, il repose sur un service rendu. Ce service, il a un coût. En France, le prix de l'eau correspond effectivement à ce prix du service, comprenant le prélèvement, le traitement, la distribution et les réseaux. Ce prix du service, il est facturé à l'usager, fixé localement par les collectivités, communes ou interco, ou par le syndicat d'eau potable auquel elles ont confié l'organisation de ce service. Et les collectivités organisatrices peuvent choisir d'exploiter directement ce service dont elles ont la responsabilité, en régie ou en déléguer l'exploitation à un opérateur privé. Alors pour un prix moyen qui est au 1er janvier 2017 de 4,08 centimes d'euros au TTC par mètre cube, ce qui correspond à une dépense mensuelle moyenne de 40,80 € par mois, soit environ 1,4% du budget dépenses moyen des ménages. Il faut cependant, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, ne jamais oublier nos concitoyens les plus démunis. Et pour cela, le gouvernement a facilité la mise en place des tarifications sociales et incitatives, de même que des mesures d'économie d'eau, avec, dans le cadre de la loi Brottes de 2013, une interdiction de la pratique des coupures d'eau pour une résidence principale, même en cas d'impayé. Une expérimentation a bien été menée auprès de 50 collectivités en vue de tester ces différentes politiques sociales en faveur de l'accès à l'eau. Une expérimentation qui a montré l'importance du principe de subsidiarité et en fonction de ses caractéristiques et enjeux, chaque collectivité participante a pu mettre en place des mesures spécifiques et adaptées à son territoire et à son organisation. C'est fort de ce succès que les mesures sociales en faveur de l'eau ont été élargies à l'ensemble des collectivités et pérennisées dans la loi Engagement et Proximité de 2019. Les collectivités sont donc déjà en mesure de mettre en place des dispositifs qui sont proposés dans la présente proposition de loi, la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'aides au paiement des factures ou encore des mesures favorisant les économies d'eau. Cette possibilité de rendre les premiers mètres cubes gratuits existe déjà, mais on le sait, cette gratuité, elle est à observer avec précaution, car elle peut en effet avoir des effets inverses à nos objectifs de bonne gestion de la ressource et de maîtrise des consommations. Donc ces réflexions, elles ont d'ailleurs été largement portées au moment des assises de l'eau en 2019 et ces points de vigilance, ils ont été largement établis.
Pour autant, je reste persuadée que s'il nous reste beaucoup de travail pour un meilleur accès à l'eau potable, la clé ne réside pas, je crois, dans une modification de la loi, telle que cette proposition de loi nous y invite, mais plutôt dans la mobilisation la plus large, la plus active des outils qui sont déjà à disposition des collectivités. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, si je suis défavorable à cette proposition de loi, je suis évidemment pour ce combat, cet engagement pour la dignité humaine. Et donc, je vous remercie d'avoir porté ce débat dans cet hémicycle, même si sur la forme, je ne vous rejoins pas en donnant un avis défavorable à cette proposition de loi. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Mathieu Darnaud pour les Républicains et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je salue aussi l'auteur de cette proposition de loi. Avant de rentrer sur le fond du texte, je voudrais faire 2 remarques préalables. Tout d'abord, répondre à une affirmation, à une réflexion que nous proposait à l'instant le rapporteur lorsqu'il disait qu'il y a un certain nombre d'années, il fallait aller à l'eau, aller chercher son eau, et qu'aujourd'hui, l'eau vient à nous au travers du robinet. Sans être oiseau de mauvais augure, je crains malheureusement qu'il faille aussi nous interroger sur le caractère durable du fait que l'eau vienne à nous au robinet. Je viens d'un département, l'Ardèche, dans lequel nous nous interrogeons fortement sur la question de la ressource. Et nombreux sont les départements qui doivent aujourd'hui s'interroger sur la question de la ressource. Et si nous sommes toutes et tous convaincus que l'eau, plus que jamais, est un bien commun, alors nous devons aussi nous interroger sur la question de la ressource. Le second point, qui finalement nous rapproche un peu de la philosophie qui est portée dans ce texte, c'est la capacité que nous devons avoir, et nous l'avons maintes fois exprimé, ici même au Sénat, de tout mettre en œuvre au niveau des collectivités pour que le prix de l'eau, la capacité qui est offerte aux élus des territoires de gérer l'eau en proximité, en leur permettant, s'ils le souhaitent, et je suis sûr que dans le texte 4D, nous reviendrons sur ce sujet, doivent pouvoir offrir une gestion en proximité en gardant la compétence pour celles et ceux qui le souhaitent au niveau communal, voire au niveau des syndicats de communes, parce que l'eau, plus qu'aucune autre compétence, répond à des logiques tout à fait différentes, des logiques notamment de bassins versants et non pas seulement des logiques intercommunales. Et la traduction de tout ça, c'est que malheureusement, depuis le vote de la loi NOTRe et l'obligation qui a été faite à nombreuses communes de transférer l'eau et l'assainissement aux intercommunalités, on a assisté inexorablement à une augmentation du prix de l'eau. Et notre volonté première, c'est bien celle-ci, c'est de se dire oui, il faut qu'il y ait des dispositions sociales, une tarification sociale, peut-être un renforcement des droits, mais le préalable à tout, c'est la ressource et le coût de cette ressource. Et nous ne cesserons de réaffirmer au niveau du groupe Les Républicains cette volonté de laisser cette compétence tout à fait singulière être gérée comme les élus le souhaitent, parce que c'est en proximité que nous garantirons à nos concitoyens. Je rappelle qu'il y a des communes en France dans lesquelles nos concitoyens ne payent pas l'eau parce que l'eau vient des sources communales et qu'on a encore une gestion en proximité qui le permet. Alors, bien sûr, il faut répondre aux contraintes et aux normes, mais je crois qu'il faut laisser les élus le faire en bonne intelligence pour justement garantir à nos concitoyens un accès avec un prix de l'eau qui soit tout à fait raisonnable. J'en viens maintenant à ce droit que vous souhaitez voir renforcé. Si je crois, nous partageons une volonté commune, parce que, encore une fois, l'eau, c'est un bien commun, mais c'est aussi une nécessité première. C'est quelque chose qui doit être garanti finalement pour que chacune et chacun de nos concitoyens y ait accès. Nous partageons bien sûr cette volonté. Pour autant, je crains malheureusement que le texte que vous nous présentiez soit
et je le dis avec beaucoup d'humilité, insuffisamment expertisé, notamment au travers d'études d'impact, parce que je redoute, et vous avez dit que les collectivités n'auraient pas à supporter un coût. Je pense malheureusement que si, parce que offrir des points d'accès à l'eau dans une commune, nécessairement, cela engendrera des coûts pour la collectivité. Non pas que cela nous gêne dans l'absolu, mais ce texte aurait mérité, parce qu'il traite d'un sujet qui est un sujet essentiel, et je crois que toutes et tous ici, nous en sommes convaincus, aurait mérité d'être un peu plus expertisé, aurait mérité une étude d'impact pour peut-être mieux cerner, et vous l'avez vous-même dit, Madame l'auteure, chère collègue sénatrice, peut-être de réfléchir. Vous n'avez pas fixé nécessairement des seuils et je pense qu'il eût été intéressant de s'interroger peut-être plus avant sur ce texte. Interroger comme nous l'avons fait lors du texte engagement et proximité, mais peut-être faudra-t-il le faire dans le texte 4D qui arrive pour approfondir ce droit et cet accès à l'eau pour tous. En tout cas, sachez que nous y serons vigilants et attentifs parce que, comme vous, nous pensons que plus que jamais, l'eau est un bien commun auquel nos concitoyens doivent avoir accès le plus largement possible. La parole est à Monsieur Jean-Louis Lagourgue du groupe Les Indépendants pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues, l'eau est un enjeu pour de nombreuses régions du monde, y compris en France. Les situations de stress hydrique sont de plus en plus fréquentes et provoquent des tensions. Cela a un impact chez les populations et sur de nombreux territoires. Mais si l'eau recouvre une surface importante de notre planète et travaille à son équilibre, elle est surtout une part cruciale du corps humain. N'oublions jamais que nous sommes nous-mêmes constitués à 60% d'eau. L'accès à l'eau et sa qualité sont donc indispensables à la vie. Cette proposition de loi, dont nous saluons l'esprit, évoque dans l'exposé des motifs l'objectif numéro 6 de développement durable proposé par les Nations Unies, consacré à l'eau et à l'assainissement. Encore un tiers de l'humanité n'a pas accès à un assainissement convenable en matière d'eau. Et la gestion durable de cette ressource n'est pour le moment pas assurée, comme il le faudrait dans nombreuses parties du monde. En France, nous avons la chance d'avoir accès à une eau de bonne qualité au robinet grâce à des réseaux et des systèmes d'assainissement efficaces. Cependant, environ 1% de la population n'est pas raccordée à un approvisionnement public en eau potable. Ce n'est pas acceptable. Nous connaissons les sujets tels que le vieillissement des infrastructures de certains territoires ou encore l'adaptation des réseaux à de nouveaux enjeux, comme le changement climatique. Le directeur général de Suez rappelait il y a quelques jours que l'investissement dans l'eau et l'assainissement s'élevait à hauteur de 6,5 milliards d'euros par an. Il a même rajouté que le besoin allait nécessiter une multiplication par 2 des investissements. Une nouvelle fois, la crise que nous traversons a mis en exergue le caractère indispensable de l'hygiène et de l'accessibilité à l'eau potable. L'accès à l'eau et à sa constante amélioration, notamment pour les personnes les plus vulnérables, sont des objectifs à atteindre sur l'ensemble du territoire. Le Sénat travaille de manière régulière sur le sujet. Les discussions autour du texte en commission ont fait ressortir ce point. Encore récemment, lors de l'adoption de la loi Engagement et Proximité, le système de tarification sociale de l'eau a été renforcé et étendu. Ainsi, il existe déjà des possibilités pour les collectivités territoriales de moduler les tarifs pour permettre un accès à l'eau et à l'assainissement pour le plus grand nombre. Nos élus locaux, fins connaisseurs de leur territoire, endossent des responsabilités importantes sur ce sujet. La gratuité des premiers volumes d'eau, qui est l'objet de l'article 3 de cette proposition,
fait partie des possibilités offertes aux territoires dans la gestion du prix de l'eau. Il est important sur ce sujet que les collectivités puissent mettre en place les outils qui sont les plus appropriés en fonction des besoins de leur population et des contraintes auxquelles elles doivent faire face. Comme cela a déjà été souligné, les dispositions imaginées dans cette proposition ne semblent pas répondre à la flexibilité requise, ni aux avancées qui ont déjà eu lieu au niveau local. Nous soutenons l'objectif d'un accès à tous pour l'eau potable de qualité, mais nous pensons que des outils existent et qu'il faut d'abord une bonne application des règles en vigueur. Il convient de laisser le temps et l'espace aux collectivités d'utiliser et de mettre en place les possibilités qui leur sont données afin d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous nos concitoyens, en fonction des spécificités locales. Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants s'abstiendra sur cette proposition de loi. La parole est à Madame Sophie Tallier-Polian du groupe des Écologistes pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'accès à l'eau est un droit fondamental et élémentaire. L'eau est un bien commun qui ne peut être accaparé et qui doit être garanti à chacun et chacune. La question du droit à l'accès à l'eau pour toutes et tous est donc un enjeu essentiel et nous souhaitons rappeler avec le groupe écologiste Solidarité et Territoires combien cette question mêle étroitement à la question écologique de préservation des ressources les enjeux de justice sociale et de santé publique. L'eau est un patrimoine commun, mais aussi un patrimoine partagé qui vient à manquer. Elle est également une ressource précieuse qu'il faut protéger. Seulement 44% des eaux de surface sont évaluées en bon ou en très bon état en 2015. La préservation et l'accès aux ressources en eau potable est une question écologique cruciale à l'heure où le dérèglement climatique et l'augmentation des catastrophes naturelles représentent un obstacle en plus qui privera les populations les plus vulnérables de cette ressource. Dans le monde, ce sont près de 2,2 milliards de personnes qui sont encore privées d'accès à l'eau et plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à un assainissement sûr. La France n'échappe pas à cette problématique grave. On estime à environ 300 000 le nombre de personnes privées d'un accès à un réseau d'eau, à des toilettes et à des douches. 1 million de ménages précaires sont dans la difficulté pour payer leurs factures d'eau. Alors, où est le droit fondamental de l'accès à l'eau potable et à une hygiène de qualité ? Comment garantir un besoin aussi vital pour chacune et chacun ? C'est bien l'objet de cette loi que de combler cette inégalité. Et nous remercions l'auteur de cette PPL et le groupe CRCE de l'avoir inscrite à notre agenda. La prise de conscience mondiale sur ce sujet est grandissante. 10 ans après l'ONU qui proclamait que l'eau est un droit humain fondamental, l'Union européenne, en décembre 2020, a publié une directive qui vise à améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine et qui contient l'obligation pour les États membres de mettre en œuvre le principe de l'eau potable pour tous. La directive dispose ainsi, je cite, que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés. Donc, des mesures à la hauteur des ambitions de la directive doivent être prises dans le cadre de sa transposition. Et cette proposition de loi pourrait en constituer un très bon commencement. La directive devra, tôt ou tard, être transposée en droit français. Alors, saisissons l'opportunité et permettons au Parlement de se positionner sur le texte, d'en dessiner les contours dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi. Prévoir dans le Code de la santé publique que chacune et chacun puisse avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement et prévoir la mise à disposition gratuite d'équipements au plus près des populations constitue un premier pas vers la garantie concrète de ce droit. Ensuite,
une aide préventive pour les ménages, afin que la facture d'eau ne dépasse pas 3% de leurs ressources, est de nature à répondre à l'esprit et aux objectifs de cette directive. En effet, même si l'on salue les dispositifs sociaux mis en place en droit français ces dernières années, on ne peut que déplorer le fait que les aides soient conditionnées à l'existence de compteurs individuels et que le montant moyen des allocations reste dérisoire. Par ailleurs, des craintes ont été exprimées sur les nouvelles charges que la gratuité des premiers mètres cubes et la mise à disposition des équipements pourraient induire pour les collectivités. Mais la mise en place de la gratuité va permettre de diminuer le nombre d'impayés d'eau et donc de décharger les centres communaux d'action sociale, les fonds de solidarité pour le logement. Les collectivités pourraient mettre à disposition les équipements sanitaires et de distribution d'eau dans des bâtiments publics ou appartenant à des associations subventionnées. Ils pourraient aussi être financés par une tarification sociale progressive de l'eau. Le droit fondamental d'accès à l'eau doit être garanti pour toutes et tous, car il s'agit de la satisfaction de besoins élémentaires nécessaires à la bonne santé publique. Thomas Sankara disait « Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous ». Eh bien, je crois que c'est vrai et que c'est l'un des enjeux majeurs de l'humanité pour les années qui viennent. On parle souvent de justice sociale ici, mais on a l'impression que ça résonne un peu dans le vide. Pour garantir que chaque individu ait accès à ce bien commun de l'humanité, et au vu des enjeux renforcés par l'urgence écologique qui est face à nous, il est nécessaire d'avancer contre l'accaparement des ressources en eau par des intérêts privés dans une logique de profit, et cela au détriment de l'intérêt général. C'est pourquoi, avec le groupe Écologie, Solidarité et Territoires, nous soutenons cette proposition de loi et voterons donc pour. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christian Billac du groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le droit d'accéder à l'eau potable est inscrit dans la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies du 28 juillet 2010. Un droit fondamental, je cite, « essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Chaque être humain a droit à un approvisionnement en eau potable suffisant pour vivre à la dignité à un coût abordable pour les usages personnels et domestiques. » Ne laisser personne de côté, c'est l'esprit du texte examiné aujourd'hui. Son article 2 vise à instaurer un nouvel article du Code de la santé publique selon lequel collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale prennent les mesures pour satisfaire gratuitement les besoins élémentaires en eau potable et assainissement des personnes qui ne disposent pas d'un raccordement au réseau. Ces collectivités sont tenues d'installer et d'entretenir des équipements de distribution gratuite d'eau potable, des douches gratuites pour celles de plus de 15 000 habitants, ou encore des toilettes publiques gratuites pour les communes de plus de 3 500 habitants. Le droit à l'eau est déjà inscrit dans notre droit positif à l'article L. 210-1 du Code de l'environnement, et en 2013, la loi Brottes a interdit les coupures d'eau pour les résidences principales en cas de non-paiement des factures, mais aussi la réduction du débit d'eau. Mais au quotidien, force est de constater qu'il y a un fossé entre les principes et la réalité, et près d'1 million de Français rencontrent des difficultés à payer leurs factures d'eau. Dans le passé, plusieurs propositions de loi ont tenté chaque succès de garantir ce droit à l'eau. Celle que nous examinons aujourd'hui prévoit la gratuité des premiers mètres cubes et me replonge plusieurs années en arrière. Jeune élu, maire de Péret en 1983, il y avait dans la commune une tarification forfaitaire et bon marché qui comprenait l'abonnement et 50 mètres cubes, complétée évidemment par une facturation complémentaire pour la consommation au-delà de ce volume. Mais cette facturation est devenue illégale et j'ai dû me résoudre à appliquer une tarification à la consommation dès les premiers mètres cubes consommés, mais également à augmenter le prix de l'eau parce qu'on m'a imposé l'équilibre financier du service. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup progressé à force de politique de gribouille en ce domaine, un pas en avant, 2 pas en arrière, et de très fortes inégalités territoriales persistent, quel que soit le mode de gestion choisi, qu'il s'agisse de régie
ou de délégation de services publics, et 235 000 Français sont privés d'un accès à l'eau aujourd'hui. Une étude sur le prix de l'eau publiée par l'UFC-Que Choisir a passé au crible 1000 factures issues de collectivités territoriales représentatives, y compris en zone rurale. Elle révèle des écarts énormes, traduisant parfois des réalités géographiques, mais aussi des dérives en matière de gouvernance de la gestion de l'eau. Cette question est préoccupante, même, il faut le souligner, si de nombreux services de l'eau sont exemplaires. Mais les Français ne sont pas égaux face au prix du mètre cube d'eau, qui varie entre 2,68 et 8,46 €. Ce grand écart frappe toutes les régions, et dans la région du Sud-Ouest, la fourchette va de 2,94 à 7,07 €. On arrive au prix du mètre cube qui atteigne le prix d'une bouteille de vin. Mais ce prix du mètre cube n'est pas le seul facteur à prendre en compte. L'accès à l'eau comporte des coûts. L'abonnement, le remboursement d'emprunts, les locations de compteurs ou encore de télérelevés. Et ce service est aujourd'hui défini comme un service public, industriel et commercial, avec un équilibre financier, je le rappelle, obligatoire. Nous sommes dans le service public, industriel et commercial. C'est ainsi. On peut souhaiter qu'un jour l'eau soit considérée à l'échelle internationale, comme dans notre pays, comme un bien pour tous, et non pas comme un service industriel et commercial. Mais il n'y a pas d'eau gratuite, quel que soit le mode de distribution choisi. La proposition de loi prévoit d'ailleurs dans son article 4 de compenser ce coût. Mais si l'usager ne paie pas, il faudra que le contribuable paie, à moins de mettre des bassines sur les terrasses et dans les jardins pour récupérer l'eau de pluie. Nous avons besoin de rationaliser la gouvernance du secteur et de choisir clairement une politique sociale de l'eau, ambitieuse, lisible à long terme, sans oublier une politique de contrôle et d'évaluation. C'est pourquoi, même si nous soutenons les intentions louables des auteurs de cette proposition de loi, avec mon groupe, nous ne la voterons pas. La parole est à Monsieur Jean-Paul Prince du groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui se propose de rendre effectif le droit à l'eau pour la mise en œuvre de deux mesures concrètes. Premièrement, l'installation dans l'espace public par les communes et les EPCI compétents de fontaines, douches et sanitaires à disposition du public. Deuxièmement, l'instauration de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau consommés par les ménages. Le but poursuivi par ce présent texte est tout à fait légitime. L'accès à l'eau et à une eau de qualité nécessaire à l'hydratation et à l'hygiène doit en effet être considéré comme primordial. Il en va de même du droit à l'assainissement. Ce droit a été reconnu par plusieurs textes de droit international et européen. Récemment encore, une directive européenne du 16 décembre 2020 a affirmé le droit de tous à l'eau potable, fixé de nouvelles exigences de qualité et prévu également des mesures d'information du public sur l'eau qu'il consomme. Comme vous l'avez rappelé, en France, le législateur a consacré dans la loi du 30 décembre 2006 le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Pour rendre ce droit effectif, des mesures destinées aux ménages ayant du mal à régler leurs factures d'eau ont été mises en place. Premièrement, la loi du 7 février 2011 permet aux collectivités et EPCI compétents de verser des subventions au Fonds de solidarité logement afin de financer des aides versées en cas de cumul d'impayés. Par ailleurs, les impayés ne donnent plus lieu à une coupure d'eau comme cela a été le cas avant. Deuxièmement, le législateur a introduit en 2013 la possibilité pour des collectivités de mettre en place une tarification sociale de l'eau à titre expérimental. Enfin, la loi Engagement et Proximité de 2019 a élargi cette faculté à l'ensemble des collectivités. Il faut le souligner que la tarification sociale
inscrite par le législateur dans le Code général des collectivités territoriales, offre beaucoup de latitude aux conseils municipaux et communautaires en ce qui concerne les modalités d'application. Les élus locaux peuvent choisir entre des tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou encore une aide à l'accès à l'eau. On constate que l'instauration d'une aide préventive réclamée par le présent texte est déjà possible pour les collectivités qui le souhaitent. Par exception, la tarification sociale peut être financée sur le budget général à condition de ne pas dépasser 2% du budget spécialisé eau. Une proposition de loi semblable dans ses objectifs à celle que nous examinons aujourd'hui avait été votée par les députés en 2016, mais n'avait pas convaincu les sénateurs. Hélas, à l'instar de la proposition de loi de 2016, le texte que nous allons examiner présente, à notre avis, d'importants défauts. En ce qui concerne la gratuité de l'eau potable nécessaire aux besoins élémentaires prévus par l'article 1er, plusieurs questions se posent. Premièrement, quelle serait l'articulation de cette gratuité avec la tarification sociale inscrite dans la loi et déjà mise en place dans de nombreuses communes? La présente proposition de loi ne mentionne pas ces aides existantes ni leur articulation avec la gratuité qu'elle souhaite instaurer. La superposition de ces deux dispositifs d'aide ne nous paraît pas d'une grande efficacité ni d'une grande lisibilité pour nos concitoyens. Deuxièmement, se pose la question du financement. L'eau et l'assainissement doivent faire l'objet de budgets annexes, étanches, si j'ose dire, vis-à-vis du budget général des collectivités et de leurs EPCI, sauf exception comme celle de la loi Engagement et proximité que j'ai évoquée. L'absence d'études d'impact ainsi que l'imprécision quant à la quantité d'eau concernée ne permet pas d'avoir une idée précise du manque à gagner que les gestionnaires de services publics d'eau devront combler. De plus, la dotation globale de fonctionnement ne peut venir abonder ces budgets eau et assainissement. Dès lors, quoi qu'en dise l'article 4 du présent texte, il ne fait guère de doute que la gratuité instaurée va créer un manque à gagner que les collectivités gestionnaires devront compenser par une augmentation de la facture d'eau des usagers. Venons-en maintenant à la deuxième mesure du texte. L'article 2 prévoit la création de toilettes publiques gratuites dans les communes dépassant 3 500 habitants et de douches gratuites dans celles qui dépassent 15 000 habitants. Le financement de ces installations repose sur les municipalités et les EPCI compétents. Je déplore ici aussi l'absence d'informations tant sur le nombre actuel de ces installations dans les communes concernées que sur les besoins estimés des populations pour ce genre d'infrastructures, ne permettant pas de se rendre compte de l'effort financier à réaliser. Mais au fond, ne serait-il pas préférable de faire confiance à l'échelon local pour satisfaire les besoins de sa population en eau dans l'espace public? Dans la commune de 1000 habitants, dont j'ai eu l'honneur d'être maire, nous avons déjà des toilettes publiques gratuites et accessibles aux handicapés. Et je connais de nombreuses communes d'une taille inférieure au seuil retenu par la présente proposition de loi qui ont fait de même sans qu'il y ait des besoins de légiférer. Comme l'avait fait mon groupe lors de l'examen du présent texte en 2017, je déplore de nouveau le fait que les Outre-mer, où la question de l'eau et de l'assainissement est si différente de la métropole, ne bénéficient pas d'un régime adapté à leur spécificité dans le présent texte. Autre regret, l'absence de mesures d'information et de sensibilisation à destination du public, et notamment des plus jeunes, autour de l'eau et de l'assainissement. Pour conclure, mes chers collègues, du fait des raisons que j'ai évoquées plus haut, le groupe Union centriste ne votera pas ce texte. Nous estimons que la législation actuelle assure en grande partie l'effectivité du droit à l'eau de l'ensemble de nos concitoyens et présente en plus l'avantage de laisser aux élus locaux une liberté de choix bienvenue quant aux modalités d'application de la tarification sociale de l'eau. Sans doute, des améliorations sont à envisager. Il faudrait en premier lieu pouvoir dénombrer mieux que ce n'est le cas aujourd'hui celles et ceux qui ont des difficultés à accéder à l'eau potable et connaître avec plus de précision leurs besoins en eau, tant dans l'espace public que privé.
mais le rajout d'un mécanisme préventif supplémentaire, incertain quant à ses conséquences, particulièrement rigide et uniforme dans son application et qui conduirait inéluctablement à un manque à gagner pour des collectivités gestionnaires, ne nous semble pas souhaitable. Je vous remercie. La parole est à monsieur Hervé Gillet pour le groupe socialiste et pour 9 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je remercie Marie-Claude Varayas et les membres du groupe CRCE pour cette proposition de loi qui nous permet de porter à nouveau dans l'hémicycle la question du droit à l'eau, un droit essentiel et sur l'évolution duquel nous restons en France bien timides. Le droit à l'eau pour tous, posons enfin ce principe universel. Le texte que nous examinons affirme un droit à l'eau potable et à l'assainissement pour chacun, le droit de disposer d'une quantité d'eau qui, chaque jour, permette de répondre aux besoins élémentaires et d'accéder à des équipements pour assurer le minimum d'hygiène et de dignité d'un être humain. C'est bien de notre humanité qu'il est question et d'un bien collectif, d'un bien commun, indispensable à la vie. Ce texte prévoit également une obligation pour les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, d'assurer l'installation et l'entretien d'équipements permettant la distribution d'eau potable, ainsi que des toilettes, des douches publiques d'accès gratuit en fonction de certains seuils démographiques. Il fixe enfin la gratuité d'un volume d'eau potable minimum pour l'alimentation et l'hygiène de chaque individu. Une proposition de loi socialiste visant les mêmes grands principes dans le cadre d'une niche écologiste en février 2017, soutenue par plusieurs groupes de gauche et du centre, n'avait pu aboutir, démantelée article par article par la majorité sénatoriale de l'époque, qui s'y était donc opposée. Pourtant, depuis 1992, la loi reconnaît cette ressource comme faisant partie du patrimoine commun de la nation. La loi Brottes, qui a été souvent citée, du 15 avril 2013, a permis l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau pour 5 ans, ouvrant la voie à la définition de tarifs adaptés aux difficultés de certains foyers. L'attribution d'aides au paiement des factures d'eau, d'une aide à l'accès d'eau, en était issue. En avril 2018, nos collègues Monique Lubin et Éric Kerrouche déposaient une proposition de loi visant à proroger cette expérimentation. Cependant, on constate que peu de syndicats des eaux ont totalement mis en œuvre le dispositif. Le système de prise en charge de ces besoins en eau pour les individus et les familles en situation de précarité reste complexe et montre ses limites. Envisager la gratuité de la ressource en eau encadrée par la loi est donc une solution qui pourrait se révéler moins onéreuse que le coût du traitement social actuel. Et je vous invite à réfléchir sur ce sujet. Malgré ces dispositions législatives auxquelles s'ajoute l'interdiction des coupures d'eau et de réduction de débit, le droit à l'eau n'est pas effectivement garanti et ne parvient pas à être consacré pleinement dans notre pays. C'est pourtant avec le soutien de la France en juillet 2010, il y a plus de 10 ans, que l'Assemblée générale des Nations unies, dans une résolution, a reconnu le droit à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. Certains pays comme l'Uruguay et la Slovénie l'ont déjà introduit dans leur constitution. Depuis, la Cour de justice européenne a considéré que l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur en termes de santé, de développement et environnement. N'oublions pas que ce droit compte parmi les 17 objectifs 2030 de développement durable, adoptés par les États membres des Nations unies. De nombreuses associations, organisations humanitaires, caritatives, environnementales, nous interpellent depuis de nombreuses années. La Fondation France Liberté, la Coalition Eau en sont les fers de lance. Dans le monde, ce sont 2,2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'accès sécurisé à l'eau potable, 4,2 milliards à l'assainissement, plus de 2,6 millions de personnes, dont une majorité d'enfants en bas âge, qui meurent chaque année de maladies liées à la consommation d'une eau impropre. Ça a été souligné également, nous avons la chance de disposer dans notre pays d'un système de traitement d'assainissement de l'eau qui permet à 99% de nos compatriotes de bénéficier d'un accès à une eau potable. En 2019, l'OMS estime pourtant que 1,4 million de Français en métropole n'ont pas un accès direct et sécurisé à l'eau potable. Par ailleurs, un rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement estime à 143 000 personnes le nombre de sans domicile fixe vivant dans des abris ou des bidonvilles, environ 208 000 gens du voyage mal logés, 24 000 hébergés dans des foyers de migrants, autant d'individus concernés par la pauvreté en eau.
1 million de familles ne sont pas en capacité de régler leur facture d'eau. Ces chiffres, nous ne pouvons les ignorer. L'accès à l'eau pour des populations déjà fragilisées et souvent fortement marginalisées est vital humainement, mais aussi socialement. Quelle insertion sociale, scolaire et professionnelle est possible pour ces personnes si ce droit fondamental n'est pas respecté par notre République? C'est une simple question de dignité et une question d'égalité. La crise sanitaire actuelle met en lumière l'importance vitale de l'hygiène pour prévenir et endiguer les maladies. Les autorités recommandent de manière répétée, dans ce cas de figure, de se laver les mains. Comment répondre à cette exigence quand on est privé d'accès à l'eau? Garantir à tous un droit à l'eau dans ce contexte, n'est-ce pas aussi nous protéger tous? Ceux qui s'opposent à la gratuité de l'eau vitale et enjeux de santé publique s'opposeraient-ils ainsi à la gratuité des vaccins? La Covid-19 a bousculé nos habitudes, nos schémas de gestion des finances publiques et des ressources pour envisager une solidarité, un partage, comme cela ne s'était pas produit dans notre pays depuis plusieurs décennies. L'eau en partage, l'eau accessible à tous, doit être posée comme un principe fondateur et indiscutable de notre vivre ensemble. C'est une ressource vitale, à présent cotée en bourse, sans cesse menacée de financiarisation et objet de spéculation sur un marché qui nie la priorité des besoins humains et ignore la valeur de l'eau pour en fixer le prix. Un paradoxe dangereux. L'eau pour la vie, pas pour le profit, affirmait une tribune publiée dans Libération par 550 organisations et collectifs de la société civile à l'occasion de la journée mondiale de l'eau le 22 mars dernier. Les enjeux sont majeurs, comme l'illustre le récent et titanesque affrontement Suez-Veolia. Et dans la perspective plus globale du réchauffement climatique et des enjeux de développement durable, défendre le principe d'un droit à l'eau est incontournable. Laisserons-nous au marché la gestion et la répartition de l'eau? Protégeons donc ce bien commun. Les solutions existent. Affirmer le droit à l'eau potable et à l'assainissement et assurer la mise à disposition d'équipements sanitaires et de distribution d'eau répond aux besoins essentiels d'une population que l'on peut dénombrer. Et sur cette base, nous le savons, la dépense est acceptable. Contenue et encadrée, elle ne fragiliserait pas les équilibres de gestion de nos collectivités qu'il faut accompagner. Il serait envisageable de rendre ce dispositif plus lisible et de permettre aux gestionnaires de l'intégrer dans leur modèle économique en inscrivant dans la loi ce volume d'eau gratuit, permettant ainsi d'en limiter le coût potentiel et d'agir en respect des règles de recevabilité financière existantes. Les associations et organisations militantes estiment la quantité d'eau nécessaire à 5 mètres cubes par an pour les besoins vitaux et 15 mètres cubes pour les besoins élémentaires. Le calcul est simple, il est possible, ça a été cité également, à 4 € de moyenne le mètre cube, le coût pour 15 mètres cubes sur une année équivaut à une dépense annuelle de 60 €. Donc on peut prévoir. La répartition du surcoût se ferait à partir de 16 mètres cubes et au-delà. Les plus précaires, moins consommateurs, bénéficieraient ainsi de la gratuité de l'eau qui leur est indispensable, tandis que les foyers plus favorisés et aussi plus consommateurs assumeraient collectivement et de façon raisonnablement répartie le coût de cette solidarité. Plus on consomme, plus on paye, ce qui peut paraître vertueux dans le cadre actuel. Et j'ajoute que les gains d'efficacité des réseaux pour éviter les pertes permettraient de compenser largement la gratuité des premiers mètres cubes. Non, la gratuité n'ouvre nécessairement pas la voie aux abus et à l'augmentation de la consommation. La gratuité des premiers mètres cubes ne menace en aucun cas les compétences de collectivités territoriales en matière d'assainissement collectif et non collectif et n'ouvre pas la voie à la multiplication des installations illégales. Il faut faire confiance à la population, faire confiance aux collectivités pour instaurer et gérer cet accès à l'eau et leur donner les moyens tout court. Les accompagner, c'est sans aucun doute déjà poser un acte politique fort en affirmant le droit à l'eau pour tous, principe de portée universelle lié aux droits humains. Si nous en avons la volonté, ce principe encadré deviendra un outil précieux pour nos élus locaux, confrontés à des situations parfois inextricables au plan humain, sanitaire, face à ceux qui sont privés d'eau. Peut-on accepter que la France, 6e puissance mondiale en 2021, refuse ce droit essentiel aux plus précaires sur le territoire des droits de l'homme? Il est temps de traduire dans la loi les engagements nationaux et internationaux de notre pays pour le respect des droits fondamentaux, de la dignité humaine et de la santé publique et de prendre nos responsabilités pour protéger une ressource essentielle à la vie. Soutenir cette proposition de loi, c'est affirmer le principe universel du droit à l'eau pour tous, du bien commun. Alors, passons à l'acte. Ce droit nous concerne tous. Nous voterons cette proposition. La parole est à Monsieur Fabien Gay, du groupe CRCE, pour 5 minutes.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'une proposition de loi déposée par notre groupe engageant la gratuité des premiers mètres cubes, mais également la garantie de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations les plus fragilisées, comme l'exige la récente directive européenne sur l'eau. L'accès à l'eau et la protection de cette ressource est l'un des défis majeurs de notre siècle. L'eau est à ce point essentielle qu'elle conditionne la vie, tout simplement. Pourtant, et comme l'ensemble des biens communs, les politiques de marchandisation et de libéralisation ont conduit à rendre son accès plus difficile et plus onéreux. On note une augmentation de 10% en moyenne sur 10 ans, augmentation inégale sur l'ensemble du territoire, puisque le prix de l'eau varie dans une fourchette de 1 à 8. La perte d'ingénierie publique, tout comme les regroupements XXL, ont également poussé les collectivités à déléguer cette compétence, livrant les usagers aux mains des opérateurs privés comme Suez ou Veolia. Face à cette situation, cette proposition de loi pose un principe simple. Si l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit universel, alors pour la proportion qui est vitale, cet accès doit être gratuit pour toutes et tous et sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'une exigence d'égalité et de solidarité qui découle de nos engagements internationaux, tout comme de l'article 1er de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Voilà la responsabilité des pouvoirs publics qui, lorsqu'ils reconnaissent un droit constitutionnellement ou législativement, doivent parallèlement créer les conditions de son effectivité. Alors que, selon les associations caritatives, la crise sanitaire a fait basculer dans la pauvreté 1 million de Français, qui s'ajoute ainsi aux 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté. Nous souhaitons, à l'image de l'exigence exprimée par les Gilets jaunes, allier performance écologique et exigence de justice sociale. Il n'y aura pas de transition écologique réussie sans partage des richesses, du savoir et des pouvoirs. Nous allions donc concrètement protection des biens communs et accès aux droits, et en l'occurrence au droit à l'eau. Certes, certains répondent « Nous avons déjà fait beaucoup en interdisant les coupures ». C'est un premier pas, mais un droit ne se définit jamais par la négative. Je voudrais revenir sur 2 points qui nous semblent importants. Au-delà de la dimension sociale de cette proposition de loi, celle-ci pose une question plus générale, celle de la gestion d'un bien commun. J'ai ainsi beaucoup entendu dans les interventions qu'il fallait faire confiance aux collectivités pour mener les politiques de solidarité. Nous entendons et d'ailleurs, nous déplorons la baisse continue des dotations qui les contraignent à privatiser les services publics locaux, faute de moyens. Pourtant, chers collègues, il faut également entendre l'exigence qui s'exprime aussi dans beaucoup de territoires pour le retour aux régies. Cela s'explique simplement par le constat que pour protéger les biens communs, les services publics sont bien les outils les plus pertinents et performants. Par ailleurs, comment ne pas penser aux tentatives monopolistiques en cours entre Suez et Veolia et ses conséquences sur les usagers de l'eau, considérés comme de simples réservoirs de profit à venir. Les pouvoirs publics doivent donc intervenir pour sortir l'eau de ces politiques de marchandisation à rebours des exigences sociales et environnementales. Nous souhaitons donc, par cette proposition de loi, poser les bases de l'exercice d'un droit universel grâce au levier de la gratuité. Nous élargissons nos exigences à la nécessité de repenser les conditions de la compétence eau par les collectivités et l'exigence de soutien de l'État des collectivités qui s'engageraient dans cette voie. Mais nous avons entendu M. Darnaud nous inviter à reposer ces amendements pendant la loi 4D et nous nous y emploierons. Enfin, nous ne nous félicitons pas de l'OPA hostile de Veolia sur Suez, qui n'est pas un accord, Madame la Ministre, mais bien une capitulation qui aura des effets graves sur le long terme pour les collectivités, les usagers et les salariés. Il est ainsi urgent de constituer un grand service public national de l'eau avec la création d'un pôle public réunissant tous les acteurs économiques, garantissant l'égalité du prix de l'eau et de l'accès à tous et partout sur le territoire national, fédérant les acteurs publics aujourd'hui dispersés,
coordonnant les investissements publics et privés indispensables, faisant converger les compétences et les savoir-faire. Cet outil au service de la maîtrise publique de l'eau doit permettre une gestion démocratique associant les usagers, les collectivités et tous les acteurs de la filière. Pour conclure, il s'agit enfin d'une condition indispensable à la défense de l'emploi et des savoir-faire, mais aussi un levier indispensable pour garantir une gestion de cette ressource conforme aux ambitions écologiques que doivent porter la France et l'Europe. Voici, mes chers collègues, les quelques éléments que nous souhaitions apporter à ce débat. Nous vous remercions. La parole à M. Guillaume Chevrollier pour Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je remercie l'auteur de la proposition de loi et le rapporteur pour leur travail sur ce texte qui est directement inspiré de la proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement examinée, puis rejeté par le Sénat le 22 février 2017. Ces deux textes sont l'aboutissement de travaux menés en lien avec des associations et ONG afin de rendre effectif le droit d'accès à l'eau en permettant que les personnes les plus vulnérables aient un accès aux équipements sanitaires indispensables et à mettre en place une aide préventive pour l'eau. L'objectif est évidemment louable. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental inscrit dans plusieurs traités internationaux. Le droit à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène constitue notamment l'objectif numéro 6 des 17 objectifs du développement durable 2030 adopté par les États membres des Nations Unies qui vise à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et à d'assainissement gérés de façon durable. C'est une question de salubrité, d'hygiène, de santé publique. Le Sénat avait cependant été conduit à rejeter le texte de 2017 pour de multiples raisons. D'abord, parce que celui-ci introduisait des obligations nouvelles pour les collectivités territoriales à l'article 2. Je pense à l'installation d'équipements de distribution gratuite d'eau potable, de toilettes et de douches publiques, de laveries gratuites. Et ensuite, parce que les articles 3 et 4 introduisaient 2 aides préventives pour l'accès à l'eau, en sus des aides curatives, en utilisant le produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées, dont les sommes perçues par la douane sont mises à la disposition de chaque commune concernée. Le texte aujourd'hui examiné reprend très exactement les dispositions de la proposition de loi précitée, mais remplace néanmoins les 2 mécanismes financiers par un principe de gratuité des premiers mètres cubes d'eau. En commission, le rapport a été rejeté au motif que le dispositif introduit des obligations nouvelles pour les collectivités territoriales et qu'en l'absence d'études d'impact, il est impossible de chiffrer le coût de cette mesure, coût de mise aux normes, coût d'entretien et coût pour l'acquisition de locaux dédiés. La question que nous pourrions nous poser est quelles sont les solutions opérationnelles que nous pouvons apporter pour permettre à tous l'accès à l'eau dans des conditions économiques raisonnables, aussi bien pour les usagers que pour les collectivités. La gratuité de l'accès à l'eau pose problème, étant donné la nécessité de préserver les ressources. D'autant plus dans un contexte de dérèglement climatique, l'eau est et sera de plus en plus rare, une vigilance s'impose et la sobriété ne rime pas avec la gratuité. Il est de notre responsabilité de trouver un mécanisme de solidarité qui ne mette pas à mal le modèle économique de l'eau, notamment en exerçant une pression financière sur les collectivités. J'ajoute aussi qu'un certain nombre d'aides existent déjà et peuvent être accordées aux ménages en difficulté. Il y a aussi la possibilité de réaliser une tarification progressive de l'eau pour les immeubles collectifs d'habitation. Je pense aussi à l'aide de fonds de solidarité pour le logement. Pour ouvrir le débat, je tenais à rappeler aussi, mes chers collègues, que le prix de l'eau moyen qui a été rappelé à 4 € reste bas par rapport à nos voisins européens, avec une moyenne en Allemagne, par exemple, à 5,50 € du mètre cube. Et le prix de l'eau en France ne prend pas suffisamment en compte la nécessité du prix du renouvellement des infrastructures et la nécessité de réduire les nombreuses fuites d'eau dans les réseaux dans nos territoires. À moyen terme, il faut sécuriser les budgets et même les rehausser en plusieurs milliards d'euros afin d'avoir un niveau d'investissement dans le renouvellement de nos réseaux et de faire face aussi à l'adaptation au changement climatique.
et d'accompagner nos collectivités dans ces études. À défaut, c'est une fracture territoriale sans précédent entre les villes et les campagnes qui nous attend. Avec le principe de l'eau paye l'eau que nous devons préserver, la conséquence de cette absence d'investissement massif aura un impact sur la facture d'eau des Français et des collectivités rurales. Vous l'aurez compris, malgré encore une fois des objectifs louables de cette proposition de loi, le groupe Les Républicains ne votera pas ce texte, même si cette proposition pose le problème de la pauvreté dans notre pays et de l'urgence de trouver des mesures pour accompagner nos compatriotes dans la difficulté financière. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Duplomb pour le groupe Les Républicains et pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais commencer mon intervention par une remarque bienveillante à l'endroit de nos collègues du groupe CRCE. La proposition de loi aujourd'hui soumise à notre examen est en net progrès par rapport à la proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement, examinée puis rejetée par le Sénat le 22 février 2017. Malheureusement, ces progrès ne suffisent pas pour aller vers un vote favorable ou même une abstention. J'ai parlé de progrès car cette proposition de loi a été expurgée des 2 dispositions de la PPL de 2017 que nous avions combattues avec vigueur. L'aide préventive pour l'eau, article 3, et la création d'une allocation forfaitaire d'eau pour les ménages les plus pauvres lorsque le prix de l'eau dépasse un prix de référence fixé par décret, article 4. Le Sénat avait rejeté le texte et notre groupe avait alors estimé que ces aides introduisaient de la confusion en raison des bénéficiaires dont les critères d'éligibilité sont très différents. Surtout, nous étions hostiles au fait que l'allocation soit issue du produit de la contribution sur les eaux et boissons embouteillées dont les sommes perçues par les douanes sont mises à la disposition de chaque commune concernée. Où est le problème avec le texte aujourd'hui débattu, me diriez-vous ? Pas nécessairement à l'article 1 qui introduit dans le Code de la santé publique une définition du droit à l'eau potable et à l'assainissement. Ce droit existe déjà et a même un rang constitutionnel grâce au 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, au terme de laquelle elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Vous l'avez compris, c'est encore et toujours cet article 2 qui motivera mon vote de rejet. Si le principe d'une couverture des besoins élémentaires en eau potable et assainissement des populations me semble justifié, on ne peut pas, encore une fois, demander aux collectivités territoriales d'assumer politiquement et économiquement une responsabilité qui n'est pas la leur. Je veux dire ensuite que les dépenses engendrées par un tel dispositif ne sont pas symboliques et surtout qu'en l'absence d'études d'impact, il est impossible de chiffrer le coût de cette mesure. Coût des mises aux normes, coût d'entretien ou coût de l'acquisition des locaux dédiés. S'agissant de l'article 3, enfin, le principe de gratuité des premiers mètres cubes me semble plus simple à mettre en place que les allocations prévues par le texte de 2017, mais je pense néanmoins qu'il faut s'arrêter d'aller dans cette direction au risque de voir se multiplier des principes de gratuité injustifiés. Alors que déjà les collectivités se voient dans l'obligation chaque année d'écraser des centaines de milliers d'euros de factures impayées. Vous l'avez compris, malgré un objectif louable, je voterai contre cette proposition de loi et j'ajouterai 2 remarques pour justifier ce rejet. D'abord, je pense qu'il existe d'autres priorités en matière d'infrastructures. La gestion de l'eau nécessite d'abord des investissements massifs sur les infrastructures d'alimentation en eau. Le rythme actuel de renouvellement est de 200 ans, avant de penser à réaliser des infrastructures ou des installations dont on ignore si elles seront utilisées. Il faudrait plutôt penser au réseau fuyard et surtout au désengagement croissant de l'Agence de l'eau qui finit par faire tout autre chose que ce pourquoi elle a été créée. Enfin, je pense que nous passons dans cette Assemblée ou dans une autre trop de temps à examiner des résolutions, des projets ou propositions de loi ou encore à débattre de la méthode avec laquelle nous allons passer et encore amplifier les aides sociales, en oubliant trop souvent que les situations de détresse sociale ne tombent pas du ciel et que nous avons les moyens de les combattre en amont.
Avant le droit individuel à l'eau potable, je crois qu'il y a un droit pour la France, donc un droit collectif à avoir une agriculture de nouveau puissante ou à avoir une industrie de nouveau florissante pour que nos compatriotes retrouvent l'emploi qui les préserverait de telles situations de détresse. La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. Donc, je mets aux voix l'article 1er. Quels sont ceux qui votent pour cet article? C'est bon. Quels sont ceux qui votent contre? Égalité, il n'est pas adopté. Donc, je donne la parole à Madame Varayas. Oui. Pardon? Il n'est pas adopté. 7, c'est égalité. 7 et 7, égalité, ça ne peut pas être adopté. 7 et 7, égalité. Donc, égalité, il n'est pas adopté. Donc, Madame Varayas. Égalité, donc l'article 1er n'est pas voté. C'est ça. L'article 1er n'étant pas voté, notre PPL ne sera donc pas adopté et ne sera donc pas soumis au vote. Donc moi, je voudrais simplement, par ces quelques mots, vous remercier tous, chers collègues, d'avoir participé à l'examen de ce texte qui nous tient particulièrement à cœur. Remercier bien sûr plus particulièrement les collègues. Mais il faut mettre aux voix les autres articles quand même. Ah bon? Oui. Sauf s'il retire le texte. Attendez, l'article 1er n'étant pas voté, l'article 1er n'étant pas voté, la proposition de loi ne peut pas aboutir, Président. Ça ne tombe pas automatiquement. On est bien d'accord. Ça ne fait pas tomber automatiquement les autres articles. Donc il faut ou bien vous retirer la Mais je la retire, bien évidemment. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Donc allez-y alors. Voilà, Président, merci. Oui, bien écoutez, à cet instant, je répète que je souhaite vous remercier tous, chers collègues, d'avoir participé à l'examen de ce texte, puisque je souhaite souligner votre participation, mais bien évidemment remercier plus particulièrement tous les collègues qui ont manifesté leur accord et exprimé leur accord avec ce texte. L'accès à l'eau et à l'hygiène pour les personnes mal logées dans notre pays, dont 30%, je le rappelle quand même, sont des enfants, demeure un enjeu majeur de santé publique. Et bien évidemment, nous savons tous qu'inéluctablement, nous serons amenés à revenir sur le sujet. Je voudrais par ailleurs, et j'y tiens particulièrement, exprimer mes sincères remerciements, ma compassion et mon soutien aux associations qui défendent ce droit à l'eau et à l'assainissement pour tous, et leur dire que nous restons mobilisés pour faire valoir ce droit fondamental et inaliénable. Plus que jamais, bien évidemment, je le dis, nous pensons qu'avec le changement climatique, la question de l'accès aux services essentiels que sont l'eau et l'énergie reste posée et leur sortie du secteur marchand nous paraît indispensable en ce qu'il constitue le bien commun de l'humanité. La proposition de loi est donc retirée.